Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie d'abord que vous ayez cité mon nom à 2 reprises dans votre avant-propos. Je me dis que mes interventions sont intéressantes. La commission thématique n'est pas un lieu de débat, c'est un lieu de présentation des rapports des services. Ce sont les propos de Madame Bourbigo, vice-présidente. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Président, on est différents dans nos orientations politiques. Je suis d'accord avec vous. Soit. Si c'est un lieu de présentation des rapports, autant les présenter en entier, vous ne croyez pas ? Alors pourquoi nous cacher, puis nous dire du bout des lèvres et au détour de la présentation d'un autre rapport qu'un lieu de vie privée va ouvrir en septembre en Finistère? Un lieu de vie privée, lucratif. Alors à ceux qui nous écoutent et qui sont encore un peu nauséeux du scandale Orpea, sachez que la majorité n'a aucun scrupule à autoriser des lieux de vie privés à ouvrir et donc à se faire de l'argent sur le dos des enfants confiés. J'ajoute que le Code d'action sociale des familles autorise l'ouverture d'un lieu de vie pour 10 enfants maximum. En commission, il nous a été nommé donc la semaine dernière qu'il s'agit d'un lieu de vie pour 17. Pouvez-vous nous donner des explications? Pouvez-vous également nous dire pourquoi est-ce que ni le projet d'établissement ni le projet pédagogique ont été présentés en commission alors que la structure ouvre en septembre? Alors j'imagine que ce sera à la prochaine commission thématique. Je me doute que le travail a été fait de façon minutieuse sur ce service. La seule information dont nous disposons, c'est le forfait jour, 153 € par jour et par enfant. Souhaitez-vous orienter l'enfance vers le privé lucratif, Monsieur le Président? Et puis, tant qu'à parler de projet, effectivement, on a parlé d'un projet Village Fratrie. Alors nous imaginions une évaluation des besoins, un travail avec les partenaires associatifs départementaux, mais cela n'a pas été le cas en préambule. Quelles sont les expériences des travailleurs sociaux sur la question? Quel recul avons-nous sur le placement des fratries, qui sont séparées ou non? Quelles sont les répartitions sectorielles? Oui, il est nécessaire parfois de séparer des fratries pour le bien-être des enfants. Ce sont des choix qui sont parfaitement assumés par les professionnels. Alors probablement que pour bâtir votre projet, vous avez trouvé d'autres sources d'information, d'inspiration en dehors du Finistère. Nous suivrons attentivement ce dossier. Un autre dossier nous amène à avoir la même lecture, les tiers dignes de confiance. La récente loi, effectivement, vous l'avez cité, assouplit pour l'entourage des mineurs, de façon assez large, les modalités pour devenir tiers dignes de confiance. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les situations des enfants sont singulières, elles sont fragiles, et nous l'avons déjà dit dans cette Assemblée. Attention aux violences intergénérationnelles qui se rejouent parfois avec l'intervention des tiers dignes de confiance. Et en ce sens, les dispositifs amiables ne sont pas toujours une solution suffisante pour évaluer et accompagner le changement de mode de vie d'un mineur. Oui, les magistrats ont effectivement une grande place à jouer, vous l'avez dit. Quoi qu'il en soit, nous nous félicitons que vous ayez, après avoir reçu leur courrier, accepté d'instaurer à nouveau un dialogue régulier, un dialogue de fond avec les partenaires qui doivent d'ores et déjà se satisfaire d'avoir à nouveau des projets d'avenir à construire avec le département. D'ailleurs, nous attendons toujours l'analyse des offres faites par les candidats. Donc là, ça concerne l'appel à projets qui date du mois de décembre pour des projets innovants, des réponses aux candidats qui ont été faites en janvier, les réponses des candidats en janvier, les auditions ont eu lieu début juin, et nous attendons toujours l'analyse. Nous l'avons demandé à plusieurs reprises en commission. Comme beaucoup, nous avons été choqués par la violence avec laquelle vous avez annoncé la fermeture des structures de Don Bosco. Vous l'avez dit tout à l'heure. En même temps, vous nous aviez aussi prévenus en évoquant le recrutement des assistants familiaux et en parlant d'une campagne agressive. Donc, il s'agit peut-être de méthode, et là encore, on va peut-être prendre l'habitude, ou pas. De notre point de vue, et vous en conviendrez sûrement, quand on fait de la politique, on ne peut pas maîtriser tous les sujets, mais l'interconnaissance offerte par les collaborations et le partenariat reste une clé dans la construction des politiques sociales au plus près des besoins de la population. En parallèle de cette intervention sur les dossiers soumis au vote de l'Assemblée, nous souhaitons parler des agents de la direction enfance-famille, qui, au nombre de 60, soutenus par les syndicats, ont tenté d'exprimer leur souffrance récemment. Nous souhaiterions vous entendre sur cette question, Monsieur le Président, car nous sommes particulièrement préoccupés de savoir que les agents qui doivent s'occuper des mineurs confiés sont eux-mêmes en souffrance. D'ailleurs, les agents
des DETAS et de l'ADEF vont sûrement apprécier votre annonce de ne pas appliquer le Ségur à la veille d'un été qui va s'annoncer difficile, à la fois avec la recrudescence des absences dues à la Covid et des difficultés de recrutement. Avant de vous rendre la parole pour clore mon propos et pour vous entendre dérouler votre stratégie de communication, le département était sinistré, l'ancienne majorité, au-delà de son incompétence, a été insipide dans ses choix politiques. On a l'habitude, vous le dites souvent. J'aimerais citer une des définitions du partenariat qui émane des travaux de Jean-Marie Bouchard, qui est professeur en psychologie et en droit. Le partenariat exige la reconnaissance des compétences de l'autre, vise le rapport d'égalité et repose sur le partage de décisions. Il s'accompagne d'actions de coopération ainsi que d'opérations favorisant l'exercice du consensus dans nombre d'applications pratiques. Monsieur le Président, nous avons besoin de nos partenaires en Finistère, besoin de leurs compétences, besoin de leur savoir-faire, besoin de leur connaissance du terrain. C'est cette complémentarité qui permet la construction de politiques sociales efficaces. Le département du Finistère a su être un précurseur avec, par exemple, les ateliers haut-parleurs, un véritable exemple d'un mode d'association des enfants, des familles et des professionnels à la construction des politiques publiques et des projets qui ont abouti. Est-ce dans vos projets d'abandonner ce genre de pratique ou est-ce que vous envisagez des projets similaires? En tout cas, nous vous encourageons à y avoir recours. Je vous remercie.